Bonjour à tous et bienvenue sur Alta Frequenza Radio Gortiga pour votre émission Gortiga Soch tous les matins aux alentours de 10h15, un peu avant, un peu après parfois. Les joies du comblage de l'antenne et du direct. Nous sommes en compagnie du vice-président de l'association France Alzheimer pour cette semaine, Jean-Marc Crespe. Bonjour. Bonjour, buongiorno a tutti. Salut à vous. On va parler tout simplement de votre association et de l'actualité politique, notamment avec cette campagne présidentielle qui s'accélère à quelques semaines seulement du premier tour. Et France Alzheimer qui a décidé de s'impliquer dans cette campagne pour bien sûr défendre ce qu'elle a toujours défendu via sa structure. Dites-nous-en un peu plus. Et donc France Alzheimer est bien sûr une association nationale reconnue d'utilité publique et qui a trois grands buts, si vous voulez. Je dirais aider en premier les patients, faire reconnaître le rôle indispensable et fondamental des aidants, et en même temps promouvoir la recherche médicale. Alors, cette campagne présidentielle, justement, vous souhaitez interpeller les candidats par quel biais ? Alors, comme maintenant, je dirais, tout le monde est sur le numérique et sur Internet, nous avons pris le train en marche. Et l'association France Alzheimer donc, sur 6 grands thèmes, propose 23 propositions, 23 questions avec des propositions pratiques qu'elle a adressées donc aux candidats. Et la nouveauté de cette démarche, c'est que surtout les internautes vont pouvoir interagir. Dans un premier temps, ils vont pouvoir, je dirais, valider par leur vote ces propositions, puisqu'elles sont accessibles sur un site dédié qu'on communiquera, si vous voulez bien. Bien sûr. Je crois que c'est tout attaché, www.touscandidats à la maladie, sans accent sur le A, .fr ou .com, pardon. À vérifier. Voilà. Et donc, dans un premier temps, les internautes votent et valident ces propositions. Donc, ça donne, si vous voulez, une signification véritable à cette démarche. Et le plus, c'est que par Twitter, ils peuvent interpeller individuellement les candidats par l'intermédiaire de France Alzheimer, bien sûr sur l'ensemble des propositions, mais ils peuvent également apporter un commentaire personnel. Il y a déjà, je crois, 1 ou 2 candidats qui ont répondu. D'accord, donc là vous avez souhaité miser sur l'interactivité avant tout. Hein. Oui, bien sûr. Oui, parce que je dirais que maintenant, il faut changer de braquet quoi. dans la société. On voit bien que cette campagne se passe de façon complètement atypique, hein, et que les réseaux sociaux, les nouveaux médias sont largement prioritaires. Le temps des affiches et les réunions de quartier, ça semble un petit peu révolu. Si on décline les 6 grands thèmes, quels sont-ils ? Alors, les 6 grands thèmes, si vous voulez, c'est... Dans un premier temps, la reconnaissance de la maladie, hein, tout ce qui est autour, je dirais, du caractère, je dirais, un petit peu secret, un petit peu honteux de la maladie. Hein, il faut en faire vraiment une maladie comme les autres. Hein. Ensuite, il y a le fait de mieux diagnostiquer pour mieux accompagner à la fois les malades et les aidants. Hein. Adapter le parcours de soins, qui est souvent chaotique, bien qu'il y ait eu des améliorations à travers les constellations mémoire, à travers l'implication des différents acteurs sociaux. Hein. Reconnaître, c'est très important, et soutenir les aidants, hein, parce qu'on sait que les aidants, ça représente à peu près 3 à 4 millions de personnes en France, hein, et avec des problèmes différents des autres maladies chroniques. Même le cancer, même des maladies invalidantes n'ont pas cet impact social, familial qu'ont les maladies type Alzheimer ou neurodégénératives associées. Hein. C'est très particulier, aussi bien sur le plan psychologique, social que financier. Hein. Ça impacte énormément le milieu familial. Autre point, alléger les coûts de la maladie. Parce qu'effectivement, il y a eu des progrès, hein, mais il faut savoir quand même que le reste à charge
pour une famille d'un malade d'Alzheimer ou apparenté, c'est à domicile entre 1000 et 1400 euros, et en établissement autour de 1700 euros. Donc c'est une charge financière énorme. Je vous laisse imaginer les conséquences que ça peut avoir sur le plan de la famille. Et enfin, bien sûr, c'est un de nos axes principaux, encourager la recherche, la favoriser avec des bourses d'études, avec des promotions, je dirais, médiatiques sur la maladie. C'est là-dessus, sur ces principaux axes qu'on travaille. Pour l'instant, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On n'a pas beaucoup entendu les candidats sur ce thème. Non, c'est vrai. Il y a eu les plans Alzheimer, je crois que c'était Chirac, Sarkozy. C'est vrai que ça a l'air un peu passé de mode. C'est bien dommage. C'est vrai qu'il y a d'autres, la sécurité, le terrorisme, c'est important aussi, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on est là un peu comme mouche du coche, comme aiguillon, pour les rappeler un peu que sachez quand même qu'en 2025, un Français sur 4 de plus de 65 ans aura des symptômes de cette maladie. Vous vous rendez compte de l'impact que ça va avoir sur le plan de la société, quoi. Effectivement, vous insistez sur le vieillissement de la population et le fait que l'espérance de vie soit plus importante, et ce qui fait que ça va créer effectivement de plus en plus de situations complexes. Et je crois qu'on ne prend pas assez conscience de le malade, bien sûr. Le malade, tout doit être centré sur lui, si vous voulez. Mais son corollaire, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, immédiat, c'est les dents. C'est les dents, et la prise en charge de les dents, sa reconnaissance, presque un statut de les dents, qu'il faut envisager de mettre en place, et lui permettre, si vous voulez, d'accéder à des solutions de répit. Parce que ce qui guette malheureusement les dents, c'est l'épuisement, c'est le burn-out. Et il faut savoir que souvent, je crois dans 50-60% des cas, les dents décèdent avant le patient. D'épuisement ou de maladie ou de comorbidité à cause de l'épuisement dans lequel il est. Et je vous dis, il y a plusieurs solutions dites de répit. Il y a les accueils de jour, les structures d'accueil temporaire, et quelque chose qui a été un peu effleuré. Les congés, pour les gens qui travaillent, parce que je crois qu'il y a quand même 52 ou 52% des gens qui ont encore une activité professionnelle. Il y a deux systèmes, il y a le congé de solidarité familiale et le congé d'aide au handicap, qui existent, mais qui ne sont pas connus. D'abord, très peu de gens en ont entendu parler. Il faut bien dire que les employeurs n'en font pas la pub, ça se comprend, même si ces congés ne sont pas rémunérés, ils sont limités dans le temps. Et ils sont difficiles à obtenir. Voilà. C'est pas des congés de maladie, de complaisance, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est le crédit RTT. Où dans des PME ou des plus grosses entreprises, il peut y avoir, si vous voulez, une structure qui permet des échanges de RTT. De gré à gré entre les salariés et eux-mêmes, qui peuvent faire cadeau entre guillemets de leur RTT à des gens qui en ont besoin. Voilà. Ça existe, on le voit des fois dans les enfants malades, les associations, mais ça reste là aussi ponctuel et individuel. Merci pour ce premier jour, Jean-Marc Cresp. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour continuer cette émission Kurtzigasso. Merci à vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Alta Frequenza Radio Yago Kurtziga pour ce mardi matin, et donc votre émission Kurtzigasso, en compagnie de l'association France Alzheimer et de son vice-président pour la Corse du Sud, Jean-Marc Cresp. Bonjour. Bonjour. Bon, il y en a toutes. On a commencé à parler de cette campagne présidentielle. Vous interpellez l'ensemble des candidats à celle-ci via un site internet dédié pour tout simplement parler de cette thématique de la maladie d'Alzheimer, de sa meilleure prise en charge, d'un statut, pourquoi pas, de l'aidant, de la progression de la recherche aussi. On a parlé donc de la mise en place de ce site hier. Comment est-ce que vous allez aussi procéder peut-être au-delà de cette nouvelle manière de faire sur Internet? Est-ce qu'il va y avoir aussi le fonctionnement classique, je dirais, du courrier, du démarchage
classique. Oui, ben le principe du lobbying, on essaie d'en faire nous aussi, et tout le monde en fait, il n'y a pas de raison. Oui, bien sûr, il y a des... nous avons à plusieurs reprises interpellé des parlementaires, nous leur envoyé des courriers auxquels ils ont en général répondu. Il y a eu l'association est régulièrement reçue au ministère de la Santé et des Affaires sociales. Non, ça bouge, mais comme je vous dis, il y a souvent des priorités plus urgentes, mais ça, nous gardons l'impression. Nous gardons l'impression parce que nous estimons que c'est vraiment quelque chose de fondamental actuellement et pour l'avenir. Pour l'avenir, je crois que... quand on parle maintenant de maladies d'Alzheimer et apparentées, c'est-à-dire toutes les maladies neurodégénératives, comme par exemple la maladie de Parkinson, qui est une maladie, un peu moins connue peut-être que la maladie d'Alzheimer, qui est moins fréquente, mais qui a aussi des conséquences souvent extrêmement douloureuses, parce qu'elle atteint des gens jeunes. Il y a des Parkinson à 40 ans, à 45 ans, avec des durées de vie longues, mais des handicaps qui augmentent, aussi bien en point de vue physique que psychologique, plus un tas de maladies non pas orphelines, mais moins connues, qui nécessitent aussi des aides sociales, familiales, financières. Au-delà de la reconnaissance de statut de l'aidant notamment et de différentes autres reconnaissances, aujourd'hui, le nerf de la guerre aussi, on suppose, c'est l'argent là-dedans. L'argent pour financer davantage la recherche, l'argent pour la prise en compte des soins, la prise en charge, c'est aujourd'hui l'un des points cruciaux. Oui. Oui, les soins médicaux, c'est vrai qu'ils sont limités dans la maladie d'Alzheimer. Il y a plutôt, je dirais, en amont le diagnostic, la précocité du diagnostic. On ne parlera pas de dépistage, parce que dans le terme de dépistage, il y a le terme traitement derrière. On dépiste le cancer du sein, le cancer du côlon, et on traite, et on guérit. On soigne, on guérit souvent. Là, si vous voulez, il faut être quand même beaucoup plus éthique sur la parole, en sachant qu'on parle de diagnostic précoce et non pas de dépistage. Mais je pense que plutôt la maladie est diagnostiquée, plutôt, je dirais, on peut mettre en œuvre le traitement très contesté, vous avez dû entendre parler. Il y a eu des campagnes très dures contre les médicaments dits anti-Alzheimer, un peu excessivement, puisque le ministre Marisol Touraine a bloqué le déremboursement de ces médicaments. C'était quasiment fait. Alors, est-ce que c'est pour des raisons électoralistes? Je ne sais pas. Mais quand même, non, nous sommes une majorité de professionnels de santé à reconnaître que ces produits ne sont pas miraculeux, mais quand ils sont bien choisis et bien donnés, ils permettent, si vous voulez, d'endiguer un petit peu la maladie au départ, de retarder la dégradation et surtout de jouer sur les troubles du comportement et les troubles de l'humeur, qui entraînent vraiment une souffrance pour le sujet et pour l'entourage importante. Voilà. Ils ne font pas des miracles, ces médicaments, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ils ont servi, ils servent encore. Si on reste justement sur cette thématique, entre guillemets, du traitement, alors pas de traitement miracle pour l'heure, mais des solutions pour trouver un chemin, on va dire, notamment via le biais de votre association, par son biais, vous organisez souvent des cafés mémoire. Oui, voilà, il y a tout, si vous voulez, nous faisons la promotion des thérapies non médicamenteuses, des thérapies individuelles et sociales, et de groupe, parce que pour le maintien du lien social, avec la famille, avec les voisins, si vous voulez, avec l'ensemble de l'environnement du patient, surtout dans les formes débutantes, dans les formes post-symptomatiques, si vous voulez, où les gens arrivent à conserver, d'abord être maintenus à domicile, arrivent à conserver un lien familial correct, même si de temps en temps ça dérape. Donc tout ça, si vous voulez, c'est basé sur d'abord la rupture du secret, la rupture de l'isolement, la participation de l'ensemble du groupe familial à la prise en charge du patient, à travers, comme vous disiez tout à l'heure, le café mémoire, les sorties. Maintenant, nous organisons des séances de gym douce. J'espère qu'on va pouvoir renouveler ça, des séances de baignade. Je crois que c'était à Marinelle l'année dernière, avec un maître nageur bénévole qui participe
on a amené les malades faire trompette. Enfin, il y a des résultats remarquables. Des cours de tango, des cours d'informatique simples pour les aidants et leur famille, de la sophrologie. Il y a tout un tas comme ça de mesures, je dirais, d'accompagnement destinées, je dirais, à maintenir le plus longtemps possible l'autonomie du patient. On pense notamment aussi à ces ateliers autour de l'odorat, oui, pour sentir une plante, sentir je ne sais quoi, un aliment qui va vous faire renaître des souvenirs. Oui, tout à fait. C'est la reviviscence mnésique qui est, je dirais, stimulée par l'aromathérapie. Nous avons d'abord, nous avons les huiles essentielles, d'accord, elles sont bien connues, et nous avons quelques aromaticiens et aromathérapeutes qu'on a vu à l'œuvre lors de nos journées nationales, qui ont vraiment un intérêt certain. La neurostimulation, les ateliers mémoire. Bon, il faut pas ici, c'est pas, on muscle pas le cerveau, je veux dire, mais là aussi c'est plus garder du lien social que de faire de gonfler la mémoire. Il faut être honnête, mais je crois surtout la socialisation qui est intéressante dans ces choses-là. Merci Jean-Marc Cresp, on se retrouve demain pour Corsigasso. Ciao domani. Bonjour à tous et bienvenue sur Alta Frequenza Radio Lia Corsica, 3e jour de Corsigasso. Je suis toujours à peu près à la même heure avec le vice-président de l'association France Alzheimer Corse du Sud, Jean-Marc Cresp. Bonjour. Bonjour. Buongiorno, siamo contenti di avervi a fianco a noi come sempre. On va continuer à parler de votre association, de cette campagne présidentielle. Vous interpellez les candidats via un site internet dédié avec 6 thèmes, 23 propositions concrètes. On a parlé du statut de l'aidant, on a parlé de la recherche scientifique, on a parlé également crédit alloué, des soins, du diagnostic. On va continuer dans cette voie-là. Est-ce que vous trouvez que sur le quinquennat qui s'écoule, là, qui s'achève, finalement, peu de choses se sont faites, peu de choses se sont dites également à ce sujet? Oui, c'est vrai. C'est vrai que les mandatures précédentes ont été plus riches. Bon, c'est vrai qu'on partait de très bas. Mais on aurait pu espérer plus. La loi, on attend toujours cette fameuse loi Alzheimer et maladie apparentée qui devait, je crois, arriver devant le Parlement en avril 2014 et qui a été ajournée pour X raisons et qui devait justement formaliser de ce dont on avait parlé hier, les fameux congés de répit, les prises en charge financières améliorées. Et nous, si vous voulez, nous, France Alzheimer, et moi, je dirais, en tant que citoyen, je dirais, et ayant été un peu impliqué en politique quelques années, moi, je suis dans l'attente intense, je dirais, d'une réflexion sur la prise en charge de la dépendance, au sens général, dépendance et handicap, si vous voulez. Je pense qu'il est insupportable que ce soit les conseils départementaux, ex-généraux, qui aient 80 ou 100% de la charge de la dépendance sur leur dos, alors qu'on voit bien que c'est un problème lié à la solidarité nationale, et que la solution qui a été, je crois que c'est Sarkozy qui en avait fait une proposition électorale, c'était la création du 5e régime de la sécurité sociale. Vous savez qu'il y a la maladie, bien sûr, l'accident de travail, la maternité, l'assurance. Le cinquième élément, je dirais, c'est la dépendance. Il faut absolument que la dépendance et le handicap bénéficient d'une reconnaissance d'abord, je dirais, nationale, au niveau symbolique, et surtout une prise en charge financière globale. Il y a beaucoup de conseillers départementaux sont asphyxiés par ces charges, et ne s'en sortent plus, au détriment d'autres actions. Souhaitons que la future collectivité unique prenne je n'en doute pas, je crois qu'il y a des gens extrêmement ouverts sur ces points, je dirais, sociaux, et il faut vraiment réfléchir à ça et faire remonter des messages au futur gouvernement sur cette dimension.
Justement, vous avez commencé à en parler de l'avènement de cette collectivité unique. Est-ce que, justement, vous restez confiant ou vous avez toujours des doutes, des inquiétudes sur, justement, tout ce volet social? Confiant, bien sûr, confiant. Des doutes, non, mais c'est sûr que ça va ajouter une complexité. Même si c'est destiné à simplifier au départ, ça va ajouter une complexité de compétences et de superposition là aussi des structures. Je pense que les conseillers départementaux et particulièrement le conseiller départemental de Corse-du-Sud est extrêmement performant et je les remercie tous les jours parce que vraiment ils font un boulot remarquable. Mais je pense qu'il va falloir indépendamment de tous les autres problèmes qu'ils vont avoir à résoudre sur le plan, je dirais, de l'intégration des services, celui-là ne peut pas attendre. Celui-là, il faut qu'il soit opérationnel le plus vite et au 1er janvier 2018, il faut que ça tourne. Je veux dire, les routes, à la limite, on n'est pas à 6 mois près. La formation professionnelle, ça peut attendre quelques semaines aussi. Le social et la dépendance, les aidants familiaux, ça, c'est urgent. C'est urgent. Il faut, je crois qu'en amont, dès maintenant, je sais pas, moi, je ne sais pas trop où ils en sont. Je pense qu'ils ont abordé ces questions, mais il faut vraiment qu'il n'y ait pas de rupture. On ne peut pas se permettre d'avoir une rupture. On parle donc aussi de politique locale. Vous avez interpellé souvent les parlementaires locaux. Qu'est-ce qui est ressorti de ces échanges ces dernières années? Est-ce que vous avez été écouté, entendu? Écouté, oui, entendu aussi, mais bon... Jamais assez, mais il y a eu, si vous voulez, on a eu des retours, des parlementaires qui ont, mais tout ça, si vous voulez, c'est un peu, je dirais, évanoui dans cette fameuse loi d'avril 2014 qui n'est jamais venue en discussion, qui a été ajournée. Et donc les progrès dont je vous ai parlé, donc qu'on espérait, qu'on attendait, pour l'instant, ils sont en stand-by. Souhaitons que la future majorité s'y remette vite. Merci Jean-Marc Cresse pour ce mercredi. On se retrouve demain jeudi pour continuer Cortigasso. Ciao Lumane. Bonjour à tous, bienvenue sur Alta Frequenza Radio Iagourtiga, 4e jour de Cortigasso, toujours à la même heure à peu près avec Jean-Marc Crespe. Bonjour. Bonjour, vice-président de l'association France Alzheimer, où l'on parle bien sûr de la campagne présidentielle 2017. Vous interpellez tous les candidats à cette élection via un site internet dédié, 23 propositions, 6 grands thèmes pour changer les choses en la matière et pour changer les choses aussi à un niveau, on va dire, un peu plus bas. Concernant l'échelle, il faut aussi des bénévoles. Alors, on parle bien sûr de ce rôle prépondérant qu'ont ceux-ci, et notamment dans votre structure en Corse du Sud. Oui, bien sûr. Rien ne se ferait sans les bénévoles. Et je profite de l'occasion pour les remercier une fois de plus de leur dévouement, de leur abnégation et de leur énergie. Nous en avons tous beaucoup besoin. Et ça, nous avons un effectif qui se maintient constant, avec des gens qui nous rejoignent assez régulièrement. Et bien sûr, j'en profite pour lancer un appel aux bonnes volontés. Nous avons depuis maintenant 2 ans enfin une structure pérenne, un local qui est donc situé avenue Colonel d'Orlan, où on pourra vous communiquer les coordonnées, avec une permanence téléphonique, un secrétariat, et un accueil donc, qui permet d'orienter les gens, et à la fois donc, de faire un accueil, et nous effectuons là nos formations, parce qu'il y a tout un panel aussi qu'il faut signaler, c'est que nous organisons des formations pour les aidants. Qui sont faits par des modules qui sont effectués par Véronique Constantino, qui est une neuropsychologue, qui est docteur en neuropsychologie, qui est donc la référente du centre de mémoire, recherche et ressources de la constellation mémoire de la Corse du Sud, et qui donc supervise et pratique ces formations. Nous avons des groupes ça dépend, de 3 jusqu'à 8 personnes à peu près, qui sur deux matinées, vendredi, samedi matin, suivent un cycle de formation qui va donc, je dirais, de l'information sur la maladie,
de la vulgarisation, je dirais, de la maladie. Le handicap, cerner le handicap, souvent malheureusement ils le connaissent mieux que nous, ils le vivent surtout au quotidien, et comment agir devant ces situations, avec les mauvaises habitudes à éviter, les fausses bonnes idées, les réponses inadaptées à déterminer, à isoler, et donc à y apporter, je dirais, une correction. Ça a un gros succès. Malheureusement, beaucoup de gens, en raison, je dirais, de manque de structure de répit et autres, ne font qu'une partie. La fois dernière, ils ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas être remplacés, ils peuvent pas. Voilà. Et donc, là, on vit vraiment le problème de ça, de cette disponibilité des aidants. Qu'est-ce qui compose finalement vos effectifs de bénévoles? Il y a, on suppose, donc des aidants, des gens qui sont indirectement impactés par la maladie, des professionnels de santé, mais est-ce qu'il y a aussi des gens qui sont tout bonnement sensibilisés à cette problématique et qui n'ont peut-être même pas dans leur famille, dans leurs proches, des gens atteints de cette maladie? Tout à fait, vous avez très bien analysé le tableau, c'est ça. C'est ça. Hein. Il y a, au début, nous avions une majorité d'aidants familiaux qui venaient là naturellement, et puis des professionnels de santé qui en même temps se forment. Nous avions vendredi une infirmière qui travaille dans le rural, et qui elle-même nous a fait part de son expérience. Qui fait ça, je dirais, spontanément, humanitairement. Et enfin, des gens, des jeunes, des jeunes, des moins jeunes, des retraités, des hommes, des femmes qui se mobilisent. Certains se mobilisent pour les restos du cœur, souvent c'est les mêmes, qui viennent donner quelques heures chez nous, et qui s'intéressent à leur prochain, quoi. Et donc essaient d'aider, et Dieu sait si nous en avons besoin pour les collectes, pour l'organisation de la journée du 21 septembre, la journée mondiale Alzheimer, que nous organisons maintenant depuis 6 ou 7 ans, avec, où je me permets de remercier toute l'équipe du musée Fesch qui nous accueille régulièrement avec une grande gentillesse, une grande disponibilité. Et je peux vous dire que les visites du musée Fesch par des malades d'Alzheimer, c'est quelque chose. Des jeunes également rejoignent vos rangs? Pardon ? Des jeunes également? Oui, des jeunes aussi, des jeunes, souvent des futurs soignants, des élèves infirmières, soignantes, des jeunes travailleurs sociaux, puis des jeunes, même des tout jeunes. On les voit souvent avec leurs parents d'ailleurs. C'est cette année, nous avons fait notre journée Alzheimer à la piscine de Val di Mezzane. Ça a été super, quoi. Ça a été vraiment, il y a eu un mélange de générations extraordinaire. Aussi parler donc de la situation spécifiquement en Corse, on l'a dit, à combien on évalue le nombre de personnes atteintes aujourd'hui? Plusieurs milliers? Oui, plusieurs milliers. Sur la Corse, c'est difficile de faire des statistiques précises, parce qu'on ne peut se baser, si vous voulez, que sur le régime affection longue durée de la sécurité sociale. Ça varie entre 6 et 8 000 pour la Corse. Donc moitié-moitié pour chaque département. Mais c'est sous-diagnostiqué. On pense qu'il y a quand même 20-30% de patients non diagnostiqués, non connus. Très bien, pour cette journée, ce sera tout. Merci Jean-Marc. On terminera demain ensemble cette belle semaine de Cortigasso. À demain. À demain. Bonjour à tous et bienvenue sur Alta Vreguan, Sarah Dulia Cortigac pour votre émission Cortigasso. On a parlé toute cette semaine de l'association France Alzheimer de Corse du Sud avec son vice-président Jean-Marc Crespe. Bonjour. Bonjour. Et bonjour à tutti. On a parlé donc de cette campagne présidentielle. Vous avez lancé avec votre association un site internet dédié pour interpeller tout simplement les candidats de l'élection présidentielle sur cette thématique de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées également. On a misé là sur l'interactivité avec les internautes. Ce système, est-ce que justement de par son aspect novateur, il est infaillible selon vous? En ce bas monde, je crois que rien n'est infaillible. Mais non, je pense qu'il est nouveau, qu'il est attractif, qu'il est participatif. Voilà, et je pense que ça va permettre d'étendre, je dirais, notre clientèle, entre guillemets, les gens qui s'intéressent à nous, et rendre je dirais, cette démarche plus interactive, plus participative.
arrive, puisque là, il y a une espèce de lobbying en direct pour sensibiliser les candidats à la présidence, et essayer d'obtenir des réponses précises. On espère. Alors, parce qu'il est difficile aussi de faire passer comme message, on suppose, au grand public, est-ce que ces promesses que les candidats pourraient faire ne restent pas des vœux pieux? Comment est-ce qu'on peut s'assurer de ça? C'est difficile. Le droit de suivi, le droit de suite, bien sûr. Non, je pense que là on n'est pas dans les promesses sur l'augmentation du SMIC ou sur la retraite, qui sont des choses vraiment qui impactent, je dirais, l'ensemble de la société, qui ont des conséquences socio-économiques énormes. Donc là, on est vraiment sur quelque chose quand même d'une niche, une niche sociétale importante, mais qui en même temps est un reflet, est une instantané sur la société. Je veux dire, cette augmentation de la durée de vie de 20% pratiquement en 50 ans, tout ça, c'est obligé d'amener des changements. On peut plus prendre en charge des personnes âgées en général, et des personnes âgées dépendantes à travers la maladie d'Alzheimer ou d'autres, comme on le faisait dans les années 50. Ça a totalement changé, particulièrement chez nous, particulièrement dans la société villageoise et insulaire. On voit bien la fracture qu'il y a eu dans cette prise en charge villageoise, avec les petits-enfants, les oncles, les tantes qui prenaient en charge le vieux, voire le malade mental, puisque étant psychiatre, j'ai vu cette évolution. J'ai exercé pendant 40 ans ici, et j'ai vu ce glissement, je dirais, naturel, normal, sociétal, de ces prises en charge, où là, avec l'urbanisation, avec la vie urbaine, on peut plus matériellement, la femme qui travaille, les gosses, on peut plus prendre en charge le vieil oncle, la vieille tante, comme on le prenait avant. Alors, il y a le progrès technologique, bien sûr, le progrès de la science, mais il y a aussi, on peut dire, le progrès de la société qui, parfois, peut être négatif. On voit aussi une régression peut-être du sentiment familial, d'appartenance à la famille. Est-ce que peut-être les choses auraient peut-être pas été plus faciles avant? Parce qu'on voit effectivement, pour dire les choses un peu vulgairement, que parfois, les jeunes parents, les petits-enfants délaissent un peu leurs vieux, si on peut dire les choses comme ça, qui n'hésitent plus à les mettre dans des maisons de retraite, dans des maisons adaptées. Avant, des choses comme ça ne se voyaient pas forcément en Corse, où on avait une attention particulière pour les personnes âgées que l'on gardait à la maison. Est-ce que les choses ne sont pas compliquées aussi là-dedans? Oui, déjà, il faut dire qu'avant, des EHPAD, en particulier en Corse du Sud, il n'y en avait quasiment pas. Il y avait une carence énorme qui a été largement compensée par les services du Conseil général, qui ont créé pratiquement 500 places d'accueil en EHPAD, dont une majorité prise en charge par l'aide sociale, ce qui n'est pas rien. Quand on voit le coût moyen d'une EHPAD qui est autour de 2700 € par mois, pas beaucoup de retraités en Corse, ou ailleurs, enfin, particulièrement en Corse, pouvaient se payer ça, s'il n'y avait pas une aide d'État, type APA. Local, voilà, type APA, mais surtout aide sociale du Conseil général. C'est le Conseil général qui paye, le Conseil départemental. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Le maintien à domicile, bien, c'est une politique nationale que les services sociaux ici relayent largement. On a eu, je ne sais pas si vous avez vu dans l'émission de Général Steroucci sur l'Alzheimer, que nous avions fait il y a à peu près 3 mois, début septembre, des expériences de placements familiaux, en particulier en milieu rural. Je crois que c'était à Zicavo, où une famille accueille deux personnes âgées dépendantes avec des troubles cognitifs. Est-ce qu'on peut parler d'Alzheimer ou pas? Enfin, en tout cas, je ne peux plus vivre seul. Et le soulagement, je me rappelle du frère d'un de ces patients qui rayonnait en disant, enfin, là maintenant, mon frère est bien, je viens le voir, quand je suis avec lui, je passe de bons moments, alors qu'avant, ça devenait intenable, quoi. Deux garçons célibataires comme ça, c'était ingérable. Et ces structures, je dirais, d'accueil familiaux, particulièrement en milieu rural, voire même éventuellement en milieu périurbain, c'est quelque chose qu'il faut développer. Dernier mot, Jean-Marc Cress, pour terminer cette semaine, le message que vous voudriez faire passer, le micro est ouvert, allez-y. Le message, écoutez, n'ayons plus peur de la maladie, parlons-en, vous n'êtes pas seul,
je m'adresse là aux familles et aux aidants, vous n'êtes pas seuls, nous sommes là pour vous écouter, pour vous aider, pour soulager un petit peu votre souffrance que nous savons lourde. Hein. Et plus généralement, bien, parlez-en et parlez-en autour de vous. Faites remonter ce dont nous avons parlé pendant toute la semaine, à savoir cette campagne nationale sur le site France Alzheimer et touscandidats-à-la-maladie.com, hein, où vous aurez donc la possibilité de voter pour valider nos 23 propositions et donner votre avis en direct au candidat à la présidence. Eh ben, merci beaucoup Jean-Marc Cress pour cette semaine d'émission en votre compagnie. Émission à retrouver en podcast sur le www.alta-freguenza.court. Siga, nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Buona vindisima a tutti.